Grand Entretien, l'émission politique hebdomadaire de RCJ, invité du Grand Entretien ce matin, Laurent Wauquiez, ancien ministre, député maire du Puy-en-Velay en Haute-Loire, numéro 2 de l'UMP, et candidat aux primaires en septembre prochain contre Jean-François Copé. À mes côtés, Nadège Puljac-Herman. Laurent Wauquiez, bonjour. J'ajoute, si vous me le permettez, à cette présentation, comme c'est aujourd'hui la journée de la déportation, que votre maman, Madame Wauquiez, est la maire du Chambon-sur-Lignon, un musée est d'ailleurs inauguré dans le village consacré à la mémoire des enfants cachés et des justes qui les ont sauvés. Vous serez présent ? Bien sûr. C'est pour moi un lieu qui compte énormément, et plus particulièrement aujourd'hui, je pense que c'est important de ne pas perdre la mémoire de ce qui s'est passé au Chambon-sur-Lignon. Très tôt, au moment de la guerre, sur ce lieu qui est à cheval à la fois entre la vallée rhône-alpine et puis l'Auvergne, qui est perché sur un plateau aux alentours de 1000 mètres d'altitude, qui était vraiment protégé d'une certaine manière des dangers de la guerre, il y a des gens simples, guidés en partie par leur foi protestante, d'autres guidés par une foi chrétienne, d'autres guidés par une approche philosophique personnelle, qui ont décidé très tôt de refuser la fatalité de la déportation. Et qui, dans chacune des maisons de ce plateau, ont décidé d'accueillir, de cacher et de sauver des enfants juifs pendant toute la guerre. Sur l'ensemble de ce plateau, on considère qu'il y a quasiment 1000 enfants juifs qui ont été sauvés et protégés pendant toute cette histoire, sans qu'il y ait aucune dénonciation, aucune. Le pasteur avait réuni en partie les habitants du plateau et leur avait dit, voilà, quand quelqu'un frappe à votre porte, vous ouvrez un battant. Quand il est persécuté, vous ouvrez les 2 battants. Et c'est ce que je vous demande à tous de faire. Et pour moi, c'est toujours resté un sujet d'interrogation et de réflexion personnelle qui est très important dans mon engagement politique. C'est au fond de se dire, voilà des gens qui étaient guidés principalement par un sens profond et éthique de ce qui est juste et injuste. Et qui, alors même que des politiciens peut-être très raffinés, avec un niveau d'éducation extrêmement subtil, eux, dans le même temps, à Paris, à Vichy, regardaient passer les décrets anti-juifs et qui organisaient la déportation placidement et sans être capables de réagir. Et cette mémoire-là, je ne veux pas qu'elle soit perdue. Parce que c'est une mémoire qui est très forte et qui est aussi un guide pour l'avenir par rapport à toute forme d'oppression. Et puis, si vous me le permettez, j'ajouterai un dernier point qui est la raison pour laquelle il est important de faire ce lieu de mémoire et de le soutenir. C'est que la plupart des lieux sur la déportation sont des lieux de mort. Et celui-là est un lieu de vie. C'est-à-dire un endroit où principalement des gens ont été sauvés. Au fond, un lieu où on peut reprendre confiance aussi dans ce qu'est l'âme humaine. Et de se dire qu'y compris face à la Shoah, il y a des gens qui ont été capables de trouver tout de suite ce qui était le bon comportement. Je renvoie du reste à un numéro du magazine, le dernier numéro du magazine L'Arche, où il y a un témoignage très intéressant d'Armand Laferrère qui dit « Mes grands-parents ont préféré risquer leur vie et l'existence de leurs descendants plutôt que de renoncer à l'honneur de combattre pour la France et de protéger les Juifs menacés. J'en serai fier jusqu'à ma mort ». Je renvoie à ce numéro et on ne va pas chercher, il n'y a aucune transition possible avec le sujet avec lequel nous ouvrons le chapitre politique de cet entretien, puisque Laurent Wauquiez, la semaine a été marquée par la brusque montée de tension entre la France et l'Allemagne. On est passé de la tension amicale de François Hollande à la confrontation de Claude Barthelone et à l'intransigeance égoïste d'Angela Merkel dénoncée par le Parti socialiste. C'est la guerre entre le PS et l'Allemagne, pour reprendre le titre du Figaro d'hier. C'est juste parfaitement incompréhensible. Mais vraiment parfaitement incompréhensible, ou plutôt je crains d'en discerner certaines raisons. La France, cette semaine, a franchi le record du nombre de demandeurs d'emploi que nous avons. Et le Parti socialiste n'a rien de plus pressé que de porter son regard outre-Rhin pour aller chercher un bouc émissaire. Et au lieu de s'occuper de la France, au lieu de s'occuper des problèmes majeurs auxquels des millions de Français sont confrontés, avec 2 problèmes principaux qui sont l'emploi et la destruction du pouvoir d'achat, au lieu de s'occuper de l'Hexagone, on va porter le regard outre-Rhin
pour aller chercher un bouc émissaire. Et alors, ce qui est quand même incroyable, c'est-à-dire, c'est honnêtement, on en reste les bras ballants, c'est qu'en plus on choisit comme bouc émissaire le pays qui réussit le mieux en Europe. C'est quand même, qu'est-ce que c'est en réalité ? On a affaire juste à une gigantesque opération de mascarade et de diversion. Alors, est-ce qu'on est arrivé à un point de non-retour, puisque le PS a également appelé Angela Merkel la chancelière de l'austérité. Je crois que le document final, d'ailleurs, a été modifié. Tout cela n'apparaîtra pas, parce que je pense que le président Hollande lui-même a dû mettre le holà. Mais ce que je voudrais pour moi dénoncer, c'est la très étonnante hiérarchie de priorités. C'est-à-dire, les socialistes feraient mieux d'investir leur énergie à proposer des solutions pour les Français. Les socialistes feraient mieux d'investir leur énergie à essayer de faire un travail d'autocritique sur le bilan calamiteux qu'ils ont fait pendant un an. Et au lieu de ça, ils exercent un travail d'autocritique et de critique sur ce que fait l'Allemagne. Mais enfin, les amis, où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce que c'est que ces pantalonnades ? Alors, d'une manière générale et dans la situation économique actuelle, pour vous, l'Europe doit continuer à avoir pour moteur le couple franco-allemand, ou est-ce qu'il faut faire autre chose ? Mais aujourd'hui, un des enfants malades de l'Europe, c'est la France. Et ce sont les socialistes qui ont placé la France dans une position de faiblesse. Il n'y a rien de plus absurde que d'essayer de fuir ses propres problèmes en allant critiquer un pays qui est un pays ami et étranger. Tout ceci est une très grande mascarade. Et puis, je voudrais ajouter un point qui me laisse songeur. C'est aussi un signe qui est un signe étonnant de faiblesse du président de la République. Dans la Ve République, la définition de la politique étrangère, c'était vraiment un point très important pour la cohérence de l'action de la France, c'est le président de la République qui le fait. Et là, le parti du président fait des propositions qui viennent contester sa propre ligne. Au fond, François Hollande est défié par le Parti socialiste sur sa propre politique étrangère. Et où on a le Parti socialiste qui fait un espèce de meurtre qui est extrêmement important sur les lignes de force continues de la politique étrangère française, c'est-à-dire cet accord et cette entente qu'on a toujours cherché à garder, que François Mitterrand a toujours cherché à conserver, et qui est le lien avec l'Allemagne. Donc François Hollande est, je dirais, défié par les socialistes qui, en réalité, ne croient plus ni à son autorité ni à sa crédibilité sur le propre champ et domaine réservé qu'est celui de la politique étrangère. C'est très inquiétant. Monsieur Wauquiez, l'Allemagne, vous l'avez dit tout à l'heure, est dans une meilleure situation économique que la France. Alors, qu'est-ce qu'ils font, eux, les Allemands, que nous ne faisons pas, nous, pour y arriver ? Ils font une chose, c'est qu'ils ont le courage de faire des réformes que nous cherchons à repousser. Et en faisant ces réformes, ils montrent que quand on a le courage d'avancer, eh bien on en récolte les fruits ensuite. Ils ont changé leur régime d'assurance chômage. Ils ont veillé à redonner de la compétitivité à leurs entreprises. Mais au prix de la pauvreté des ouvriers également. Je crois qu'il n'y a pas de SMIC là-bas. Et il y a un nombre de pauvres qui augmente chaque année. Ça, c'est une réalité également. Ça, c'est la mythologie qu'on cherche à développer sur l'Allemagne. Parce que comme on n'a pas envie de regarder le modèle, eh bien on préfère le casser. La réalité, c'est que l'Allemagne est un pays où il y a moins de chômage qu'en France. Beaucoup moins. C'est quand même le premier indicateur de pauvreté d'un pays. Le premier indicateur de pauvreté d'un pays, c'est quand vos jeunes ne trouvent pas d'emploi. En Allemagne, les jeunes trouvent un emploi 2 fois plus vite qu'en France. Le premier indicateur de pauvreté d'un pays, c'est quand il y a des entreprises qui ferment par milliers, comme ce qui est en train de nous arriver. Alors qu'en Allemagne, ils ont un tissu industriel qui se conforte. Et puis enfin, il y a un sujet qu'on tient systématiquement en silence, c'est que le pouvoir d'achat des Allemands est beaucoup plus élevé que celui des Français. Et les réalités que vous évoquez, c'est qu'en réalité, les travailleurs allemands gagnent beaucoup plus d'argent que les travailleurs français. Est-ce que vous seriez d'accord avec l'ancien Premier ministre Alain Juppé, par exemple hier dans Le Monde, dans une interview, qui parlait de péril mortel à s'opposer à Angela Merkel ? Si les mots veulent dire quelque chose, ce sont 2 mots terribles, péril mortel. Vous partagez son point de vue ? C'est aussi grave que cela ? Surtout, ce qui est très grave, c'est que détruire notre relation avec l'Allemagne ne sera pas sans conséquence. Et le faire pour des motifs qui sont pour moi de pure politique interne, c'est-à-dire faire une diversion, aller chercher ailleurs les explications sur notre crise intérieure qu'on ne veut pas regarder, eh bien ça aura des conséquences très graves sur la conduite de l'Europe. Parce que l'Europe ne peut fonctionner à notre bénéfice qu'à condition de construire d'abord une entente avec l'Allemagne. J'ai été ministre des Affaires européennes. Comment ça se passe ? Quand la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, ce sont les autres pays qui nous dictent
notre volonté et les choix qui sont faits. Alors, Quand la France et l'Allemagne sont capables de s'entendre, nous avons l'énergie et la capacité d'initiative qui nous permet d'aller de l'avant. Alors, il faut consolider la relation avec l'Allemagne, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les risques de récession que beaucoup d'économistes prédisent? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez au gouvernement? Alors ça, c'est un sujet qui est extrêmement important et beaucoup plus intéressant. On approche des 1 an, et ce qu'on voit, c'est qu'en 1 an, le gouvernement et François Hollande ont mis la France en faillite. Ils ont mis la France en faillite avec 4 records qui ont été battus et qui sont 4 records qui touchent au cœur de l'économie française. Le record des prélèvements obligatoires, des impôts, qui a été battu, jamais nous n'en avons eu autant. Le record de la dépense publique, qui a été battu, jamais notre pays n'a eu une dépense publique aussi importante et qui asphyxie à ce point notre économie. Le record du nombre de demandeurs d'emploi, qui est un record triste. Et enfin, pour la première fois depuis 30 ans, le recul du pouvoir d'achat des Français. Mon sentiment est que plutôt que de chercher les réponses en Allemagne, il faut qu'on se concentre sur un changement majeur d'approche sur notre cap économique. Qu'est-ce que j'entends par là? D'abord, j'appelle en urgence à ce que soit mis en place un vrai plan pour la compétitivité de l'emploi. François Hollande nous dit tous les outils sont sur la table. Non, on ne peut plus attendre. On voit clairement que les outils... Mais justement, monsieur Wauquiez, excusez-moi de vous interrompre, vous dites on ne peut plus attendre. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que vous, à droite, si c'était le cas, s'il y avait une dissolution, est-ce que vous êtes prêt à gouverner maintenant? Parce qu'à l'UMP, c'est pas non plus la grande unité, d'après ce qu'on peut voir tous les jours. Est-ce que vous êtes prêt à y aller? On a vu qu'en Italie, ils venaient de faire un gouvernement d'union nationale. La une du journal du dimanche... Le journal du dimanche, 78% sont pour l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous êtes prêt là, à y aller si demain on vous appelle au gouvernement? Vous êtes prêt à gouverner? Alors, d'abord, la première chose, c'est que je pense qu'effectivement, d'urgence, notre parti politique doit se préparer en essayant de mettre des propositions sur la table sur son cap économique, ce qui est la priorité pour les Français. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Elle en a mis. Il y a pas très longtemps, il y a une convention sur l'économie de l'UMP. Vous estimez que ce n'est pas suffisant? Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on soit très précis sur les quelques réformes fondamentales qu'on veut entreprendre. Attendez, sans trop développer, parce qu'on n'a malheureusement pas le temps, est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 points qu'il faudra absolument booster, à votre avis, pour calmer les choses en France, pour que l'économie redémarre? D'abord, pour moi, il y a un premier élément qui est essentiel, c'est ce que, alors on va revenir, si vous êtes d'accord, à ce que se propose, c'est-à-dire un plan immédiat pour la compétitivité. Il faut tout de suite convertir ce crédit impôt compétitivité qui est absurde, trop compliqué, qui n'interviendra vraiment que l'année prochaine, en une baisse de charges immédiate. 2 tiers pour les entreprises, 1 tiers pour les salariés. 2 tiers pour redonner de la compétitivité à nos entreprises, 1 tiers pour redonner de l'oxygène à la consommation en France. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que dans la suite de la réduction du déficit, tout l'effort ne porte que sur une baisse de la dépense publique et qu'on arrête de faire passer la baisse du déficit par une augmentation des impôts, avec un engagement qui soit très clair, qui consiste à faire une réforme de fond de nos structures administratives, supprimer tous les doublons qu'on persiste à avoir entre des structures d'État et des structures de collectivités locales, entreprendre pour moi une fusion d'un certain nombre de départements et de communes et de régions qui nous permettrait de baisser le poids de la dépense locale, et à l'inverse, avoir un plan de relance budgétaire uniquement sur de l'investissement. Pas augmenter des dépenses de fonctionnement qui sont comme de l'eau dans du sable, mais augmenter avec un plan d'investissement dans des infrastructures. Les infrastructures numériques, Internet, les infrastructures routières et ferroviaires, et l'investissement dans nos universités. C'est-à-dire au fond, pour éviter ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire une austérité tous azimuts qui est absurde, baisser la dépense publique, parce que là, il faut baisser, et à l'inverse, relancer sur une politique d'investissement. Je constate que vous êtes quand même contre une austérité tout azimut. C'est un petit peu ce que reprochent d'ailleurs les socialistes au gouvernement. Oui, parce que je suis contre quoi? Je suis contre une austérité qui est l'austérité des impôts. Je suis contre l'austérité qui est en ce moment menée par les socialistes et qui est une austérité qui va prendre dans la poche des Français au lieu de faire des efforts sur la dépense publique. C'est ça qui est absurde. C'est-à-dire, ce qui est absurde, c'est que les socialistes font valser l'anse du panier sur les dépenses de fonctionnement et présentent ensuite l'addition aux Français. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire.
Il faut mieux gérer la dépense de fonctionnement. Si vous me permettez, je dirais gérer un peu plus en auvergnat, ce qui est ma région. Et à l'inverse, essayer de réinvestir dans des infrastructures. Et là, on peut soutenir l'économie. Mais là, les socialistes font exactement l'inverse. Ils baissent les dépenses d'investissement. Et à l'inverse, il faut exploser les dépenses de fonctionnement. C'est exactement l'inverse qu'il faut construire. Et je crois que, enfin, de ce point de vue, je vais résumer simplement ma pensée. Monsieur Hollande doit arrêter de faire Monsieur Bricolage. Il faut qu'il passe aux grosses œuvres. Il a quand même réussi le prodige de devenir impopulaire sans faire aucune réforme économique ou sociale courageuse. Aucune. Et c'est le problème majeur aujourd'hui de la France. C'est qu'on refuse de se poser les bonnes questions. Et dans notre relation avec l'Allemagne, c'est tellement représentatif de ça. On ne se pose pas les bonnes questions et donc on fuit nos propres problèmes internes. Alors Laurent Wauquiez, le 26 mai prochain, il y aura une grande manifestation des opposants au mariage pour tous. Cette manifestation a-t-elle un sens alors que la loi a été votée et est-ce que vous y serez? Alors, vous savez, pour moi, c'est très simple. N'ayons pas peur de nos convictions. Il ne s'agit pas de contester l'ordre républicain. Il ne s'agit pas de faire un coup d'État. Il s'agit juste de défendre nos valeurs. Moi, j'étais à la première manifestation, je serai à la dernière. Et je n'ai pas l'ombre d'un doute. Ce mouvement a besoin de notre soutien. Les politiques qui, parce qu'il y a des difficultés, repartent dans l'autre sens, moi, je n'en fais pas partie. J'ai fait partie des rares dans ma génération à soutenir ce mouvement. Je ne le regrette pas un instant. C'est un mouvement qui est sincère et c'est un mouvement qui, pour moi, est éminemment moderne. Parce que la famille, c'est une valeur d'avenir. Donc je serai au mouvement du 26 mai. Je suis aux côtés de ce mouvement de la manifestation pour tous. Et le 21 avril, quand on a vu défiler des élus UMP aux côtés d'un élu du Front National, ça ne vous a pas posé un problème ? Mais on n'a pas défilé aux côtés d'élus du Front National. Enfin, il faut arrêter. Je ne vais pas me faire dicter ma position parce que il y a un député ou un élu du Front National. Moi, j'y suis par rapport à ce que sont mes propres convictions. Mes convictions, c'est la défense de la famille. Je n'ai aucune forme de collusion avec un élu du Front National. Justement, Monsieur Wauquiez, vous allez défiler le 26 Oui. mai. Bon, ça sera une manifestation, comme l'a dit Monsieur Copé, peut-être davantage axée contre la politique du gouvernement que simplement contre le mariage pour tous, si on a bien compris, c'est cela ? Moi, je défilerai contre le mariage pour tous. Et je défilerai plus largement pour défendre la famille. Alors justement, comme vous voulez défendre la famille... Ne fuyons pas les sujets. C'est-à-dire que, voilà, il y a un sujet qui est posé, qui est la façon dont on conçoit la famille. C'est un sujet qui est très vaste. Il y a l'adoption par les couples homosexuels, mais il y a aussi la procréation médicalement assistée, il y a aussi la gestation pour autrui, il y a aussi la politique familiale. C'est pas un petit sujet. Mais justement, alors, est-ce que vous allez réécrire et dans quel sens? Puisque vous dites que vous allez réécrire la loi si vous arrivez au pouvoir. Dans quel sens vous allez réécrire? Parce que est-ce que vous allez défaire la loi? Voilà, le mariage homosexuel existera. Est-ce qu'on peut dire du jour au lendemain, ben non, à des gens qui sont mariés, ben non, vous n'êtes plus mariés? C'est pas possible, ça. Alors, il est évident qu'on va pas démarrer des gens qui ont été mariés. Ce serait à la fois inhumain et puis, enfin, ça n'a juste pas de sens. Mais par contre, on réécrira la loi. Et là encore, n'ayons pas peur de nos convictions. Il faudra réécrire cette loi. Si on considère... Mais dans quel sens? On a bien compris, vous allez la réécrire. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est comment vous allez la réécrire. Pour moi, ça suppose 3 choses simples. D'abord, il faudra remplacer le mariage par un contrat d'union civile. Deuxièmement, si jamais des lignes rouges sont franchies sur la procréation médicalement assistée et sur la gestation pour autrui, qui est moi ce qui me choque le plus, il faudra évidemment revenir dessus. Et puis troisièmement, l'adoption par des couples homosexuels, qui est un sujet sur lequel je suis en désaccord, il faudra aussi revenir dessus. Vous savez, mais les mariages vous-même, vous êtes maire du Puy-en-Velay, vous ferez les mariages vous-même? Parce que, par exemple, votre collègue UMP de Vienne, dans l'Isère, a dit que lui, il laisserait ça à son opposition. Vous, Monsieur Wauquiez, vous ferez les mariages gays dans votre mairie à Puy-en-Velay, Puy-en-Velay? Si vous me le permettez, Madame Pulsac, pour l'instant, ça n'est pas un sujet que j'accepte de me poser, parce que je me bats contre cette loi et que je me bats contre le fait qu'elle entre en œuvre et en application. Donc je ne vais pas me mettre dans un état d'esprit où je me dis, comme maire, ça y est, la loi est là. Ça n'a pas de sens. Précisément, je manifeste pour éviter que cette loi se mette en œuvre,
parce que je pense qu'elle ouvre la voie, notamment sur la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui, à une vision de société qui n'est pas la mienne. Alors, il y a eu ce mur des cons qui a défrayé la chronique cette semaine, affiché dans un local du syndicat de la magistrature. Vous avez dit que que cet épisode jetait une ombre sur l'ensemble de la profession de magistrat. Vous ne globalisez pas un peu? Il y a quand même des magistrats honnêtes et non partisans. Vous savez, il y a un article, qui est l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un article essentiel, et qui précise une chose. Quand quelqu'un est jugé, il a le droit au respect intégral de l'objectivité de la magistrature, et il faut même qu'il ne puisse pas avoir un soupçon sur la partialité du juge. Ce qu'a fait le syndicat de la magistrature est très grave, parce que lui qui devrait être le premier syndicat à incarner l'éthique, la morale, l'exigence d'une profession qui est à ce point-là fondamentale dans la construction de la République, est le premier qui a donné l'image la plus pitoyable de ce qu'est et de ce que peut être la magistrature. Alors, il est évident que ça n'incarne pas tous les magistrats en France, loin s'en faut. Mais le problème, il faut reconnaître que Mme Taubira a dénoncé cette affiche. Enfin, de façon extrêmement tardive et sous la contrainte. Mme Taubira a eu une indignation variable. Souvenez-vous quand des députés ont osé émettre des doutes sur le comportement de certains magistrats. Avec quelle violence est-ce qu'on est tombé sur des députés qui osaient émettre des critiques? Et là, vous avez un syndicat de la magistrature qui cloue au pilori, comme sur un mur où on aurait mis des cibles pour les abattre les unes après les autres. Des journalistes, des intellectuels, des hommes d'entreprise et des politiques. C'est comme au fond une magistrature qui aurait cloué sur toute une partie de la République, sur toute une partie d'un mur, des incarnations de la République qu'elle voudrait abattre avec un espèce de plan organisé. Non mais c'est dramatique comme image. On n'est pas juste dans l'exercice de potache, on est dans des magistrats qui, plus que quiconque, devraient incarner une éthique et une morale républicaine, et qui, plus que quiconque, ont donné une image d'une intense médiocrité, et au fond une espèce d'incarnation d'un délitement de ce qu'était une des institutions essentielles de la République. Alors, est-ce que vous pensez comme Nadine Morano, qui, elle, demande la dissolution pure et simple du syndicat de la magistrature? Non, enfin, je vais vous dire, c'est pas mon sujet. D'abord, mon premier sujet, c'est que j'apprécierais que le syndicat de la magistrature fasse des excuses. Enfin, c'est quand même à tout le moins ce qu'on est en droit d'attendre. Qui disent, oui, désolé, effectivement, ce comportement était indigne, et on en présente nos excuses aux gens qui ont été jugés. Ensuite, pourquoi est-ce que je vous évoquais l'article 6? Si une des personnes qui ont été sur ce mur sont ensuite jugées et confrontées à un juge, est-ce qu'ils auront le droit ou non de demander que le magistrat indique s'il appartient au syndicat de la magistrature? Et si ainsi, sa partialité, son objectivité est en cause? Vous voyez bien que ça va très loin. On est vraiment sur une affaire qui est pour moi inquiétante, parce qu'elle révèle au fond un certain état de délitement interne des institutions de la République. C'est des gens qui ont perdu le cap. Alors, on vous a présenté tout à l'heure en disant que vous étiez candidat. Oui, de façon un peu abrupte et rapide. Mais alors, est-ce qu'on va avoir finalement un match Wauquiez-Copé en septembre prochain? D'abord, vous savez, moi je n'aspire pas des matchs à l'intérieur de mon parti à des tensions et à des affrontements. Soyons lucides, pour l'instant, l'opposition n'est pas redevenue suffisamment audible et crédible. Et on voit bien qu'il y a un effort à faire pour donner un nouvel élan, incarner une nouvelle image pour notre parti politique. Ça, c'est très clair. Et je crois que les Français nous regardent, ils ont bien compris que les socialistes n'étaient pas à la hauteur, mais ils s'interrogent encore quand ils nous regardent. Et c'est à nous d'être à la hauteur. Alors dans ce cadre-là, il y a évidemment la question de l'élection. Tout le sens de ce que François Fillon a défendu et de ce que nous avons défendu, c'est le principe d'une élection. Pourquoi? D'abord parce qu'un parti a besoin d'une ligne politique. Parce qu'il a besoin précisément d'une direction. Enfin, Jean-François Copé en donne une ligne politique actuellement. Je vais être très précis. Il a besoin d'une ligne politique et pas d'une armée mexicaine. Et on voit bien que là aujourd'hui, on a au fond un parti qui est capable de réagir, mais dans lequel notre ligne politique n'est pas suffisamment lisible pour les Français. Et pour ça, il faut une élection, puisque l'élection précisément, elle est faite pour
pour incarner et décider une On ligne n'a pas politique. l'impression que messieurs Copé et Fillon la veulent vraiment, cette élection. Je l'ai- Alain Juppé disait hier dans Le Monde, il faudrait demander aux adhérents. On sait très bien que les adhérents, ils ne tiennent pas du tout à cette nouvelle élection de la présidence de l'UMP. Hein, on le voit dans les... je vais vous répondre. Je vais vous répondre très précisément. Donc, la première raison, c'est pour cette raison qu'on aura besoin d'une élection. La deuxième raison, c'est que nous sommes un parti politique qui plaide pour la démocratie. On ne peut pas vivre sur l'idée que l'UMP soit incapable d'organiser une élection transparente et sereine. Il n'est pas possible de vivre avec ce soupçon. Il n'est pas possible de vivre avec cette idée que l'UMP serait le seul parti de France incapable au fond d'organiser une démocratie interne et qui serait condamné au fond à des petits arrangements dans des fonds de pièces. C'est pas possible. En revanche, et vous avez parfaitement raison, ce qui est évident, c'est que les militants et les Français considèrent, et je pense qu'ils ont raison, que dans la période actuelle, cette élection n'est pas notre priorité pour l'instant. On a les échéances qui sont les échéances des municipales, on a les échéances des européennes. Je pense qu'il faut d'abord se concentrer là-dessus, et ensuite, tranquillement, organiser des élections après ces échéances. Ah, ça veut dire que vous renoncez à l'élection de septembre, alors? Ça veut dire que, pour moi, l'essentiel... Non, mais c'est nouveau, ça. Et dites-le nous clairement. je ne peux pas être plus clair que ce que je vous dis. C'est-à-dire que, précisément, ce que je pense, c'est qu'on a, au fond, un principe qui est essentiel, celui d'avoir une élection, pour donner à un moment ce nouvel élan à notre parti, que pour l'instant, on a ces élections européennes et municipales qui arrivent, qu'il est sans doute important en termes pour nous de hiérarchie de priorité, de ne pas être pour l'instant sur tout ce qui sont ces petites questions, et on le voit bien quand on en discute. Donc une nouvelle élection à la présidence de l'UMP en 2015, on est d'accord? Non, il suffit de le faire juste après les municipales et les européennes, ce qui sera parfaitement organisable, on fait ça sereinement, comme d'ailleurs On Jean-François recule Copé. d'un an, donc en septembre d'ailleurs Donc Jean-François 2014. Copé. vous êtes déterminé à y aller, mais pas en septembre. Pas en Attendez, septembre 2013, en septembre 2014. C'est bien ça, monsieur Wauquiez? pardon, là ça part tous azimuts. Si vous voulez que je puisse vous répondre et que ce soit clair, il faut le faire l'un après l'autre. C'est d'ailleurs ce que Jean-François Copé avait proposé, et ce qui est conforme d'une certaine manière au principe fondamental qui a toujours été défendu par François Fillon, c'est une élection. Et donc je pense que là on a un terrain qui peut être un terrain d'entente, dans lequel on doit tous pouvoir se retrouver. Pas d'élection maintenant à un moment où on a autre chose à faire, mais une élection à un moment où ça nous permettra de le faire plus sereinement et de donner à notre parti des bonnes bases, c'est-à-dire après les municipales et les européennes. Dernière Et je pense question. que pour l'instant, la période et la priorité est dans la parole aux Français, pas dans nos combinaisons politiciennes internes, mais la nécessité d'une élection, elle est essentielle. On ne peut pas être le seul parti de France à être incapable d'organiser une élection. C'est pas possible. On a 2 minutes pour la dernière question et avant la question MyBooks. Alors, le président de la République et le Premier ministre sont très bas dans les sondages. L'exécutif a contre lui la droite, bon, ce qui est bien normal. Mais ce qui ne l'est moins, c'est qu'elle a aussi une partie de la gauche socialiste, on en a parlé tout à l'heure, la gauche de M. Mélenchon et les Verts. Alors, est-ce que ça peut tenir comme ça encore 4 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Selon des sondages, les Français s'attendent à une explosion sociale. Voilà, je sais que c'est compliqué comme question, si vous pouviez nous répondre un petit peu rapidement. Je pense d'abord la première chose, tous les signes au bout d'un an sont des signes de dramatique affaiblissement de la majorité. Et ça n'est même pas dans notre intérêt. On a évoqué un président de la République défié par le PS. Vous avez raison de rajouter que le président de la République est contesté par son principal allié, M. Mélenchon, qui va bientôt défiler dans la rue contre lui. Donc on a des signes d'affaiblissement qui sont dramatiques. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement aurait tort de sous-estimer l'ampleur du mécontentement et de la gronde qui monte dans le pays. Ça ne pourra pas durer comme ça 4 ans. Il est indispensable qu'il y ait un changement de cap économique, on l'a dit. Il est indispensable qu'il y ait un changement profond dans l'approche de la gestion du pouvoir faite par François Hollande. Et il est indispensable qu'il y ait un grand coup de balai qui soit donné dans cette équipe gouvernementale. Ah, vous aussi, vous parlez de coup de balai, vous parlez comme M. Mélenchon? Tout simplement parce que je crois que c'est l'évidence. On a l'impression que François Hollande et Jean-Marc Ayrault sont les seuls à ne pas réaliser ce qui se passe. Passer à ce stade d'impopularité aussi vite, et encore une fois, sans rien avoir fait. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est qu'ils en sont à ce stade de délitement sans avoir mené aucune grande réforme. Il n'y a pas eu de grande réforme économique, il n'y a pas eu de réforme des retraites, il n'y a pas eu d'effort pour améliorer la gestion de notre santé, il n'y a pas eu d'effort pour restaurer la compétitivité de notre économie. Ils ont juste explosé en plein vol sans rien faire. Et je crois qu'ils devraient méditer cette leçon.
les Français sont beaucoup moins couards que ce qu'ils pensent. La question MyBooks, pour finir. MyBooks, c'est un site d'information littéraire sur le web qui vous pose la question en partenariat avec nous. Laurent Wauquiez, quel est votre livre de chevet en ce moment? Qu'est-ce que vous lisez? C'est un très beau livre, très touchant, qui sont la réédition ou l'édition de lettres de Pompidou, qui ont été faites notamment par son fils. Et c'est extrêmement touchant parce que pour nous, c'est une belle réflexion actuelle. Pompidou les écrit pour l'essentiel autour de mai 68, et il a cette très belle réflexion. Dans un pays où tout change, il est indispensable de garder certaines valeurs et certains repères essentiels. Et pour moi, l'erreur majeure en ce moment de ce qui est en train de se passer dans le pays, c'est qu'au fond, les socialistes ne cherchent pas à adapter le pays à la compétitivité économique là où ils devraient le faire, et à l'inverse, ils détruisent des valeurs de la République qui nous viennent de la Troisième République, qui ont été défendues aussi bien par la gauche que par la droite et qui sont en train d'affaisser, qui sont la famille, qui sont l'effort, qui sont le mérite, qui sont l'ascenseur social, qui sont l'entrepreneuriat. Revenons à cette belle réflexion de Pompidou, quand tout change, il y a certaines valeurs qu'il faut garder très précieusement. Laurent Wauquiez, ancien ministre, député maire du Puy-en-Velay en Haute-Loire, numéro 2 de l'UMP. Merci d'avoir été avec nous ce matin, l'invité du Grand Entretien, un grand entretien que vous pouvez retrouver sur le site de notre station www.radio-rcj.info et également sur YouTube. Dans un instant, la suite de nos programmes avec Jonathan Sixou. Bon dimanche à tous.